maire, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur notre plateau de Bordeaux TV. Ça nous fait un immense plaisir. Merci à vous de me donner cette possibilité de m'exprimer. Avant de commencer, je vais m'adresser à l'ancien Premier ministre. Par rapport à votre voyage en Afrique du Sud concernant les obsèques de Nelson Mandela, qui était un événement fort. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce village natal de Nelson Mandela? Une très grande émotion, bien sûr. On n'était pas tout à fait dans son village natal, mais dans le village où il a choisi d'être enterré, avec ses enfants d'ailleurs. Il y avait beaucoup de monde, un grand chapiteau de 4000 personnes, beaucoup de chefs d'État ou de chefs de gouvernement de la région en particulier, mais en même temps un peu à l'africaine, c'est-à-dire émotion, tristesse et gaieté, hein, chant, danse, donc c'est ce mélange tout à fait extraordinaire et très attachant quand on connaît un petit peu l'Afrique. Et puis moi ça m'a particulièrement touché parce que j'ai eu la chance d'approcher Nelson Mandela à 2 reprises dans des moments cruciaux pour lui. Je pense en particulier au début de l'année 94, j'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque, j'étais en voyage officiel et on se trouvait à 3 mois des premières élections non-apartheid, à l'issue desquelles il allait devenir président d'Afrique du Sud. Et j'avais vu arriver un personnage qui avait déjà 75 ans, avec une chemise colorée, entouré d'un orchestre, qui dansait et chantait. Donc on voyait que c'était un monde nouveau qui était en train d'émerger. Puis je l'ai revu 2 ans après, au 14 juillet 1996, il était chef d'État à cette époque-là, et le président Chirac l'avait invité à l'Élysée pour un déjeuner au milieu d'une trentaine de jeunes. Et ce monsieur de 75 ans, chef d'État, avait su créer immédiatement, sans la moindre période d'adaptation, un climat d'empathie, de simplicité avec ces jeunes, et le dialogue avait été passionnant. Quel souvenir vous allez avoir de lui? Je penserai à ce moment passé à Kounou, au milieu des siens. Il y avait sa famille, bien sûr. Et puis surtout au message historique et universel dont il est porteur et qui tient pour moi d'un seul mot, que c'est réconciliation. Il a passé 27 ans de sa vie en prison. Et toute la première partie de son emprisonnement, elle est très dure. Il était dans une mine, si je me souviens bien. Alors, une fois libéré, il aurait pu, comme tout un chacun, chercher à se venger. C'est un peu ce qui vient naturellement dans la nature humaine. Eh bien, il a fait tout le contraire. Il a dit, on jette, j'ai entendu cette phrase extraordinaire, les fusils et les machettes, on les jette à la mer. Et on se réconcilie. C'est ça qui est admirable. C'est sa force. C'est sa force. On va revenir à Bordeaux. Avec Bordeaux, c'est Bordelais, bien entendu, puisque vous êtes très proche des Bordelais, vous allez les rencontrer souvent. Et nous avons fait la même chose avec Bordeaux TV, nous sommes allés à la rencontre de ces Bordelais, et nous allons voir la première question. Bonjour monsieur le maire, monsieur Alain Juppé. Donc ma question est la suivante, j'aimerais savoir comment vous voyez le campus des Chartrons dans 10 ans à peu près. Voilà, donc ça s'est bien développé, j'aimerais savoir comment vous le voyez d'ici une dizaine d'années. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Alexandre? Encore plus grand qu'aujourd'hui. Je crois que c'est très important de bien prendre conscience de ce qu'est le campus Chartron, parce que je ne suis pas sûr que tous les Bordelais cernent bien cette réalité. Quand on parle de l'université, on pense au campus de Talence et de Gradignan, on pense aux sites universitaires qui sont dans Bordeaux et intramuros, le site de Carrère, le site de la Victoire, le site de Péberlan. On parle rarement de campus Chartron, et pourtant c'est aujourd'hui une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur, 7500 étudiants, ça augmente mois après mois, et donc une force tout à fait considérable et qui va grandir et se développer. De nouvelles écoles arrivent, en particulier autour des bassins à flot. Je pense que nous en aurons 2 à la rentrée universitaire 2014 ou au début de 2015, plus axés sur tout ce qui est filière numérique et filière informatique, parce que les bassins à flot seront un pôle numérique dans la ville et dans l'agglomération. Donc vous voyez que ce campus Chartron a un bel avenir devant lui. Alors il faut l'accompagner, il faut sans doute des logements pour les étudiants qui n'existent pas en assez grand nombre aujourd'hui. La cafétéria fonctionne enfin, non sans mal, et puis animer aussi la vie étudiante. Si on parle d'étudiants, on parle du futur aussi, on parle de l'emploi. Quand Alexandre parle de lui, parle de son emploi, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup les jeunes, bien sûr, aujourd'hui. Vous avez ici créé plusieurs initiatives, notamment la pépinière éco-créative des Chartrons. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Oui, l'emploi, pour moi, ce sont d'abord les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent des emplois, des vrais emplois productifs et durables, et ce sont les entrepreneurs qui créent les entreprises. Et donc, une stratégie de développement économique comme celle que nous voulons déployer à Bordeaux, parce qu'il faut du travail pour
tous ces nouveaux habitants qui arrivent, ou pour ceux qui sont déjà là, c'est d'abord une stratégie qui rende la ville accueillante aux entreprises. Alors quels sont les problèmes que peuvent se poser les entreprises, surtout les toutes nouvelles, les toutes jeunes, celles qui parfois se réduisent à la personne de leur entrepreneur? C'est d'abord le problème foncier ou immobilier. Où est-ce qu'on se pose? Où est-ce qu'on s'installe? D'où les pépinières d'entreprises qui sont précisément des lieux où on peut trouver des bureaux à des prix qui ne sont pas ceux du marché, qui sont inférieurs à ceux du marché. Nous avons fait une belle expérience il y a déjà quelques années rue du Port, à côté du conservatoire Jacques Thibault, avec une pépinière artisanale. La deuxième expérience réussie, c'est la pépinière éco-créative des Chartrons. Bientôt une troisième pépinière sur le site de Darwin et une quatrième au bassin à flot dans quelques mois, je l'espère. Et ces pépinières, elles ont un double attrait, je crois, pour les entreprises. Donc d'abord des locaux, qu'on ne trouve pas facilement toujours sur le marché, mais aussi un accompagnement et surtout un environnement. J'étais récemment encore à la pépinière des Chartrons et j'interrogeais les chefs d'entreprise qui étaient là et je leur demandais mais qu'est-ce que vous trouvez ici? Ils me disaient d'abord des contacts. Quand on crée son entreprise, on était un peu seul. On n'a pas d'expérience par définition parce que la plupart des créateurs sont tout jeunes. Et donc le fait de pouvoir parler avec le voisin, échanger son expérience, échanger des tuyaux, des informations, c'est ça qui fait aussi la richesse des pépinières. On a une question justement par deux Bordelaises que nous avons rencontrées. Bonjour monsieur, nous sommes étudiantes en BTS Tourisme et nous nous demandions si vous vous intéressiez au tourisme durable. Voilà, bonne fête! Sympathique. Merci, en tout cas, ça prouve que Bordeaux est une ville attractive, n'est-ce pas? La deuxième ville la plus attractive de France et le tourisme est une de nos richesses. On parlait tout à l'heure de développement économique, où créer des emplois. Alors, une série de secteurs, le commerce, le tertiaire supérieur, le nautisme, la filière numérique bien entendu, mais aussi le tourisme sous toutes ses formes et naturellement le tourisme durable, qui respecte l'environnement, qui respecte la qualité patrimoniale de la ville aussi, qui est très importante. Nous sommes dans le patrimoine mondial, vous le savez, mais quand on dit durable, on dit aussi lien social, convivialité, toute la dimension humaine dans le développement durable. Et j'espère que le tourisme à Bordeaux gardera cette spécificité. Et il va y avoir un phare du tourisme pour les prochaines années, c'est la Cité des civilisations du vin. Et on voit bien là le choix des mots, civilisation. C'est durable une civilisation. Parce que c'est quoi? C'est pas simplement vendre du vin, c'est parler de l'histoire du vin, comment la vigne est arrivée à Bordeaux, de la géographie du vin, quelle est la différence entre la rive droite et la rive gauche, entre le Médoc et, je ne sais pas moi, le Sauternais ou les Côtes de Blaye, la dégustation aussi, l'éducation en direction des jeunes publics. Donc je pense que ce sera un pôle de développement durable très important, d'autant que l'idée c'est ensuite d'orienter les touristes vers les routes du vin, à l'intérieur même du département pour voir toute la richesse de nos paysages. Le wine tourisme. Voilà. On parlait de développement durable, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à la maison éco-citoyenne. C'était une initiative que vous aviez mise en place, vous pouvez nous parler de ce projet, même plus un projet maintenant. Ce n'est pas un projet, elle fonctionne depuis plusieurs années, elle accueille des milliers de visiteurs, ou de partenaires. Quelle était l'idée? Dans le cadre de notre agenda 21, pour faire de Bordeaux une ville durable, pas simplement en matière touristique, mais de façon beaucoup plus générale, très vite on s'est rendu compte que la sensibilisation des Bordelais, l'appel au civisme, la pédagogie, d'une certaine manière, était extrêmement importante, ne serait-ce que pour les comportements de la vie quotidienne. Et donc la maison éco-citoyenne, c'est cela, c'est un pôle où on peut organiser des expositions, des conférences, des rencontres, sensibiliser l'opinion. Il y a très peu de temps, j'y ai lancé une opération qu'on a déjà fait l'année dernière et qu'on répète cette année, qui s'appelle Famille durable. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de sélectionner plusieurs dizaines de familles dans Bordeaux et de leur fixer une sorte de défi: réduisez votre consommation de gaz, d'électricité et d'eau. Et si vous êtes particulièrement efficace, eh bien, vous gagnerez un prix. L'année dernière, on a fait cette expérience et la famille qui a gagné a réduit sa facture d'énergie de plus de 25%. Pas en investissant massivement, tout simplement en modifiant les comportements quotidiens. Vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre considérable. Parlant de développement durable, on a une nouvelle question, s'il vous plaît. Bonjour, on vient d'essayer ce véhicule, c'est absolument super. La grande question, c'est allez-vous vraiment développer de nombreuses bornes d'accès sur des petites périphéries comme Bordeaux, Talence, Pessac, Codéran, le Bouscat?
Ah oui, c'est vrai que la voiture électrique, c'est bien pratique, mais comment on se branche et quel est le dispositif mis en place pour pouvoir justement faire... La réponse à la question est oui, nous allons le développer. Dès la fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine, nous aurons une quarantaine de stations, la plupart sur Bordeaux, mais il y en aura sur plusieurs des communes qui ont été citées, à Talence et à Bruges, si je me souviens bien, en Bouscat. Donc c'est une centaine de véhicules qui seront à la disposition des Bordelaises et Bordelais. Vous connaissez le principe, on s'abonne de manière très simple d'ailleurs, dans une borne sur la voie publique, et à partir de là, on peut emprunter un véhicule pour une période de temps plus ou moins limitée. L'autonomie en termes de kilométrage est de 250 km, ce qui est bien. Ça n'est pas fait pour aller à Gibraltar ou à Berlin, mais c'est fait essentiellement pour se déplacer dans la ville, dans l'agglomération. Je pense que ce sera extrêmement apprécié, c'est déjà très attendu par les Bordelaises et les Bordelais. Ce sont des véhicules électriques, donc non émetteurs de gaz à effet de serre, et la question est tout à fait justifiée. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des bornes de rechargement suffisantes. Alors pour ce véhicule, c'est le cas, puisqu'on la prend dans une station où il y a des bornes et on la laisse dans une autre station où il y a des bornes. Toute proportion gardée, comme le Vécube. Justement, le Vécube, il n'y a pas de bornes, mais enfin, il y a des stations. Et puis la ville, en plus de ces stations Blue Cube, équipe également des bornes de rechargement. Nous en avons une dizaine, je crois, en ce moment, pour permettre alors à tout un chacun de s'équiper de voitures électriques. Je signale d'ailleurs que sur les stations de Blue Cube, il y a une place sur 5 qui est réservée non pas aux véhicules du système, mais à des véhicules individuels qui pourront stationner et se recharger. Le Vécube, alors on va en parler juste de mots parce que c'est un succès, ça vraiment tout le monde s'en sert. Finalement, c'est un peu le même principe que cette voiture électrique. Mais... Oui, on a commencé à Bordeaux par un autre système pendant les travaux du tramway où on ne pouvait pas se déplacer, qui était le vélo municipal. Alors c'est pas le Vécube, c'est un vélo que là on peut garder 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et l'idée c'était de donner envie de faire du vélo. On en a 4000 je crois, qu'on peut se procurer soit dans les mairies de quartier, soit à l'atelier du vélo qui est Cours Pasteur, et ça a eu beaucoup de succès. On est en train de les renouveler aujourd'hui avec le nouveau vélo qui a été dessiné par Philippe Stark et qu'on appelle le Pibal, comme l'anguille qui se faufile dans la circulation. Et puis à cela est venu s'ajouter donc le vélo en libre service sur un principe un peu différent, puisque là on le prend pour un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, dans une station, on le laisse dans une autre, et c'est un grand succès là aussi. Et je dois dire que les Bordelais le respectent, c'est bien, peut-être plus qu'à Paris.